Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Julien David, qui est agronome à la coopérative EMC2. On est sur un webinaire du Centre national d'agroécologie. On va parler aujourd'hui des analyses de sel, sujet que Julien a travaillé avec des essais multisites et répétés. Oui, eh bien, alors bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Julien David, hein, c'est donc Julien mon prénom. Je suis agronome à la coopérative EMC2 et au service agronomique. Je m'occupe des dossiers de la fertilisation des cultures. C'est suffisamment vaste, les dossiers de la fertilisation des cultures, mais ça va voilà, de l'interaction entre les couverts végétaux et les suivants culturaux jusqu'aux biostimulants en fait, du sol au plafond en fait, hein. Voilà, tous les dossiers qui concernent la fertilité des cultures, bah, c'est mes dossiers de veille technique. Je présenterai peut-être dans ma présentation plus en détail la coopérative EMC2, mais en tout cas, nous, on intervient sur les grandes cultures dans le Grand Est. On n'a pas de culture industrielle et pas d'arbo ni de maraîchage. Je suis également administrateur au Comifère. Je participe à quatre différents groupes de travaux pour Peut-être justement. juste avant ça, un Ouais. mot sur ce qu'est le comifère. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Ouais, c'est le Comifère, c'est un endroit où alors c'est une association, hein. C'est-à-dire que les gens qui y sont bénévoles, qui participent sont bénévoles. C'est une association où se regroupent les chercheurs, les agronomes, parfois même les agriculteurs, les industriels de la fertilisation, des conseillers comme on peut retrouver dans les chambres d'agriculture, par exemple. Et tout ce petit monde-là qui n'est pas trop censé se croiser en temps normal, eh bien, se croise et discute autour de sujets. En fonction du groupe de travail auquel on participe, il y a par exemple le groupe du statut acido-basique. Ben, on échange autour de ces sujets-là. Dans le groupe PKMG, comme son nom l'indique, bien, on parle de phosphore, de potassium, de magnésium, l'azote, soufre. Eh bien, encore une fois, comme son nom l'indique, on parle d'azote et de soufre, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça le comifère, c'est une instance où se retrouvent ben, des gens qui, en temps normal, n'ont pas trop l'occasion de se croiser, hein. Donc on retrouve des gens de l'INRA, d'Arvalis, des agronomes de coopératives, des agronomes de chambres d'agriculture, etc. Donc cette intervention sur les analyses de sève en grande culture, vous voyez d'ailleurs sur la photo en arrière-plan qui est une photo d'une plateforme d'essai avec tantôt du blé, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps et du colza au bout, hein, où on mixte les différents sujets dans ces plateformes-là. Alors j'essaye de mettre pas mal de photos pour que ce soit visuel et que les gens se rendent compte aussi de la manière dont on travaille l'expérimentation des cultures. Euh, alors peut-être un petit peu de contexte pédoclimatique en ce qui concerne la coopérative EMC2. Vous voyez sur cette carte qu'on est sur le département de la Meuse, de la Haute-Marne, une petite partie de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Euh, donc on est localisé dans le nord-est de la France, hein, en région Grand Est. On a un climat qui est plutôt continental, mais pas forcément 100% continental non plus. On a quand même un petit peu d'influence océanique, mais en tout cas, il y a certaines particularités, et notamment eh bien, des hivers qui peuvent être malgré tout assez marqués, même s'il faut le reconnaître, ils le sont de moins en moins, et des étés pardon, qui sont parfois très secs. Des types de sols qui sont super variés, c'est un peu le royaume de l'hétérogénéité chez nous. On a une majorité de sols argilo-calcaires dans la région naturelle qui s'appelle le Barrois. On a également des sols argileux dans la Wavre, ça c'est en Meuse, dans le Bassigny, ça c'est en Haute-Marne, et des sols limoneux qui sont peut-être un petit peu moins représentés sur l'ensemble du territoire de la coopérative, mais pour autant, il en subsiste quand même un certain nombre. Alors l'histoire des analyses de sève au sein de MC2, ça commence eh bien, lors des 14e rencontres du Comifère qui ont lieu en 2019 à Dijon. Donc là, encore le comifère, j'en parlais juste avant. Et lors de ces rencontres-là, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt hein, de se déplacer lors de ces journées-là,
Il y a certes des interventions qui sont très souvent intéressantes, mais il y a aussi des échanges qui se font avec des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser. Et là, je croise Grégory Delem de chez Eurofins Galis. Alors, c'était Galis à l'époque. Et puis, on discute et je lui dis, mais en fait, moi, ce qui me gêne dans mon métier d'agronome tous les jours, c'est que la fertilisation des cultures, on gère ça à l'aveugle et on n'a pas la possibilité de demander aux plantes leur avis, si ce qu'on fait, ça leur convient, est-ce qu'elles ont suffisamment d'azote, de phosphore, de potassium. Alors, bien évidemment, on peut constater des carences et on sait si on est dans le vrai ou pas, sauf que quand on voit la carence, c'est trop tard. Euh, et là, Grégory me dit, bah, écoute, ce service-là, il existe. Il s'appelle le Top Diag. Et donc, en rentrant de Dijon, on se met d'accord pour se revoir début 2020 et on expérimente une phase de test avec ce service-là d'analyse de sève. Donc, en 2020, printemps 2020, on fait des analyses dans les essais du service agro, mais également chez certains adhérents qui décident de démarrer dès le printemps 2020. Et on a un déploiement plus important depuis 2021. Alors ça veut dire si on l'a déployé, ben, c'est forcément qu'on y a trouvé notre compte et que les résultats ont été intéressants. Alors, avec l'autorisation de Grégory, je vais présenter, puisque je ne travaille pas chez Eurofins Galis, mais je me dis que pour parler ensuite de comment on travaille nous avec ce service-là, eh bien, il faut quand même à minima parler de l'outil. Donc j'utilise là deux diapositives que Grégory avait présentées au Comifère, donc lors des journées techniques le 1er février 2024. Donc l'analyse de sève, l'outil s'appelle le TopDiag. Et le principe de l'analyse, hein, c'est une analyse en temps réel des éléments minéraux et organiques du flux de sève. Et la sève est extraite en fait de la plante par une pression contrôlée sur les tissus conducteurs. Donc ça va plutôt se situer sur les bas de tige. Les objectifs, c'est de contrôler les éléments réellement absorbés par le végétal à un instant précis, ainsi que l'activité métabolique afin d'anticiper les déséquilibres nutritionnels. Donc on est vraiment sur une analyse de flux. Le but ultime étant d'obtenir un équilibre minéral instantané optimisé, en apportant idéalement ce qu'il faut comme il faut et quand il le faut au cours du cycle cultural. Voilà pour les principes de base. Les éléments mesurés et le rendu sur le bulletin. Donc, il y a un menu de base quand on réalise ce type d'analyse pour analyser donc l'azote nitrique, l'azote ammoniacal. Le NST, c'est l'azote soluble total, donc on retrouve acides aminés et protéines. Le phosphore, le potassium, calcium, magnésium, soufre, fer, manganèse, cuivre, zinc, bore, hein, on va dire les principaux éléments minéraux classiques. Il y a des options qui existent pour mesurer le sodium, le chlore, le molybdène, le silicium, et d'autres options qui sont en développement au niveau du laboratoire. Alors, cette deuxième partie de la diapositive, c'est euh, un bulletin type sur lequel on a en première partie donc culture et stade phénologique, hein, alors ça n'a rien de spécial. Et puis ensuite le descriptif donc des différents éléments mesurés. Donc il y a trois formes d'azote, hein, ça permet d'appréhender et de comprendre la bonne cinétique de l'azote. Il y a le nitrate, il y a l'ammonium, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi le NST, donc l'azote soluble total, qui est une interprétation en fait de est-ce que l'azote a été absorbé? Et si elle a été absorbée, est-ce qu'elle s'est transformée ou est-ce qu'elle se transforme de manière satisfaisante en acides aminés et protéines qui sont les formes ultimes et fonctionnelles de l'azote dans la plante, dans les plantes. Donc ça, c'est un critère qui est intéressant, qui est presque aussi un critère d'état de bonne conduite, de bonne santé de la culture. Ensuite, donc, sont analysés alors, les éléments majeurs et secondaires, je les ai listés tout à l'heure, et les oligo-éléments. Alors, le bulletin comporte bien évidemment la valeur qui est mesurée, mais il faut reconnaître que la valeur, alors elle est exprimée en milligrammes par litre de sève, et que
une valeur en milligrammes par litre de sève pour le commun des mortels, ça parle pas beaucoup. Moi, personnellement, 2196 milligrammes de potassium par litre de sève, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Et c'est là où l'outil est intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve un indice qui est sur cette colonne ici. C'est un indice de satisfaction du besoin de la plante. C'est-à-dire que là, pour cet exemple que j'ai pris à l'instant du potassium, eh bien, on est à 37% de la valeur cible pour une culture de blé tendre au stade épi 1 centimètre, puisque l'échelle de valeur permet de situer la teneur de l'élément à une valeur souhaitable pour une culture et un stade donné. C'est-à-dire que l'indice de satisfaction du besoin est interprété en fonction de la culture et de son stade. Et puis ensuite, bon, il y a une partie couleur avec des histogrammes où là c'est très clair, hein, quand c'est rouge, on se doute que ça va pas. Et quand c'est bleu, on se doute que ça va plutôt bien. Voilà pour cette partie présentation de l'outil. Je vais reprendre maintenant avec des diapos donc, qui sont issus de la coopérative. En 2020, on a les premiers résultats, hein. On a quelques surprises. On fait une centaine d'analyses en 2020. Les premiers points marquants, eh bien 98% des plantes présentent un indice trop faible en bord. Et quand je dis trop faible, ben, c'est parfois même l'élément n'est pas détectable par les outils d'analyse. C'est-à-dire que la teneur est en dessous des seuils de détection de l'outil d'analyse. Bon. Deuxième point marquant, eh bien 92% des plantes présentent un indice trop faible en fer. Alors cette fois-ci, c'est un peu moins, peut-être un peu moins catastrophique, puisque globalement, il est quantifiable. Par contre, on se retrouve avec quand même une plage importante de plantes qui sont en situation de carence assez marquée en éléments fer. Alors, peut-être que je dois préciser quand même que là, on parle sur ces premiers échantillons de blé tendre d'hiver, d'orge d'hiver et d'orge de printemps. Et les apports de bore sur ces cultures, tout comme les apports de fer, en 2020, pour nous, c'était de la science-fiction. On savait pas que c'était un sujet. Donc quand on a ces premiers résultats, bon, ok, on est un peu dubitatif. Dans le même temps, on a un autre résultat qui nous surprend. C'est que en 2020, 53% des plantes présentent un indice trop faible en potassium, donc au long du printemps. Quand dans le même temps, et on n'a pas que des problèmes, ça c'est une bonne chose, il y a 79% des plantes qui présentent un indice satisfaisant en phosphore. Donc on a de nombreux échanges sur les résultats, avec des nouveaux sujets qui apparaissent, hein. Il faut bien considérer que euh, bien, les quatre exemples que j'ai pris là sont les plus marquants et c'est bien quelque chose sur lequel on n'aurait pas parié initialement en fait avec nos idées reçues de ce qui se passe sur notre zone. Si bien que les résultats apportent leur lot de réponses, mais j'ai envie de dire également leur lot de questions. Moi, je pensais avoir des réponses assez évidentes et il faut bien reconnaître que au final, on a à la fin beaucoup plus de questions que de réponses et pas mal de certitudes qui sont ébranlées. Alors, l'analyse de sève, elle fait un diagnostic. Nous, bien, notre travail au service agro, c'est de mettre des essais en place. Ça, on sait faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. On met des essais en place pour valider l'intérêt de suivre les indications qui sont fournies par l'analyse. Alors, en 2020, donc, vous voyez que tout ça, ça se fait au long du printemps, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment réactif sur le coup. Et en 2020, les premiers résultats qu'on obtient, donc c'est sur un essai orge de printemps, celui qui est en photo là sur cette diapo, où on a un premier essai où on va appliquer du bord pour valider si ce que nous a dit l'outil, le diagnostic, le top diag, eh bien, c'est intéressant ou pas. Donc on intègre dans un essai oligo une modalité qui était vacante, une modalité où on applique du bord. Alors pour corriger la faiblesse du bord dans le flux de sève, alors déjà
euh, bah, il a fallu trouver quoi mettre, puisque on pouvait chercher dans la littérature quel type de bord appliquer sur des céréales. C'est compliqué de trouver une réponse. Donc bon, on a dû être un peu imaginatif. On a été accompagné aussi par des entreprises qui fabriquent des oligo-éléments. Et on obtient un gain de rendement, alors en tendance, hein, pour un apport de bord par rapport au témoin, dans un essai en 4 répétitions, eh bien, un gain de rendement de 3,8%. Alors l'essai n'est pas significatif, c'est-à-dire que mathématiquement, on ne peut pas affirmer qu'on a raison de dire ce qu'on dit. Alors, ça fait toujours drôle de dire ça, mais en tout cas, en tendance, bon, 3,8%. C'était de mémoire un bon de quinto, ce qui fait que bon, quand on connaît le prix du bord, c'est relativement peu cher. Eh bien, ça laisse un gain net. Le gain net, c'est-à-dire ce qui reste dans la poche de l'agriculteur une fois qu'il a payé le produit qu'il a investi, eh bien, qui est relativement confortable. Voilà, donc ça c'est pour un premier exemple. Alors des exemples, on en a à l'appel et bien évidemment, on n'a pas forcément le temps de tout expliciter ce soir. Mais quand même, 5 ans plus tard, hein, toujours dans des essais où on travaille de la même manière, c'est-à-dire des essais en micro-parcelles, en répétition, euh, je vous propose cette synthèse d'essais. Alors, on a des essais blé tendre d'hiver, orge d'hiver et orge de printemps. Alors, je suis assez à l'aise pour comparer, en fait, pour faire des synthèses de ces cultures-là, tout simplement parce qu'on indice les rendements. C'est-à-dire qu'on considère que dans les blés, le témoin fait 100%, les orges d'hiver, le témoin fait 100%, l'orge de printemps, ainsi de suite, hein, ce qui nous permet de comparer des résultats d'espèces qui sont différentes. On parle ici donc de gains de rendement, non pas en quintaux par hectare, mais en pourcentage des témoins. Et c'est ni plus ni moins qu'une synthèse de 10 essais en micro-parcelles réalisés sur tout le territoire de la coopérative, puisque les essais sont faits un peu partout du nord au sud sur la coopérative pour essayer de proposer à nos adhérents en fait, des essais qui correspondent à leur contexte pédoclimatique. Eh bien, c'est un gain de rendement de 5,1% pour un apport de bord, avec cette fois-ci une analyse statistiquement significative de ce regroupement de 10 essais. Donc des résultats qui confirment en fait que finalement, ce que l'outil nous a indiqué en 2020, et il faut bien reconnaître qu'on regardait un peu ce diagnostic de travail au départ en se disant du bord sur céréales, bon, pourquoi pas. Eh bien, il faut reconnaître que bien là, dans ce cas-là, ça a fait mouche. Et d'ailleurs, c'est des préconisations qui sont intégrées de manière durable maintenant, hein, auprès de nos adhérents. C'est des choses sur lesquelles on communique, en tout cas sur ce sujet du bord. Voilà pour cette diapositive. Euh, Bon, je vous propose une vue alors assez simplifiée. J'ai fait le tri parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus, je le disais, échanger sur tous les sujets en aussi peu de temps. Euh, mais en tout cas, c'est une synthèse de 1300 analyses. Alors, ça commence à avoir du poids, hein, 1300 analyses. Statistiquement, ça vaut quelque chose. Sur les années 2020, 21, 22 et 23. La mise à jour 2024 est quasiment consolidée, mais j'ai pas eu le temps de l'intégrer sur cette diapositive. Et ce que je vous propose là, c'est de regarder en fait la répartition des résultats en fonction des indices de satisfaction des besoins des plantes. C'est-à-dire que là encore, on peut comparer des analyses de blé, d'orge d'hiver, d'orge de printemps et même de maïs. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne parle pas de mesure en milligrammes par litre de sève, mais on parle d'un indice de satisfaction du besoin de la plante qui est, lui, fonction de l'espèce et du stade. Donc, en fait, on parle de pourcentage et on peut tout à fait comparer des pourcentages entre eux. Et en tout cas, c'est ce qu'on fait sur ce type de tableau. On répartit les résultats dans 4 classes différentes. On a la classe qui est inférieure à 60% du besoin de la plante, que l'on qualifie de carentiel. La classe 61-90, c'est un flux faible de l'élément concerné. 91 à 109 optimal et supérieur à 110 optimal à excédentaire. Alors, on retrouve pour le phosphore, par exemple, une représentation.
ou par rapport à ce qu'on avait vu en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a trois diapos, quelque chose d'assez similaire. Bon, en gros, on est aux alentours de 25% d'échantillons de plantes qui présentent un flux trop faible de phosphore dans la sève. Alors, là, on parle essentiellement, en tout cas, c'est comme ça que le mode d'extraction a été fait. On parle essentiellement de la sève xylémienne, alors pas uniquement, bien évidemment, parce que c'est compliqué de faire le tri, mais en tout cas, la technique d'extraction se concentre à essayer d'extraire essentiellement celle-ci. Euh, donc, on mesure là ce que les plantes sont en capacité d'aller extraire de la ressource du sol. Et donc globalement, le phosphore, bah, contre toute attente, parce qu'on a des sols avec des pH assez élevés, avec des teneurs en calcaire qui sont assez élevées, eh bien finalement, ça se passe pas si mal que ça. Et je dirais à l'inverse, le potassium, ici, on est sur 65% des parcelles qui présentent un flux trop faible en potassium. Et ça, c'est une réelle surprise quand on consolide ces résultats. Parce que historiquement, dans le Grand Est, on a la réputation d'avoir des sols qui sont largement pourvus en potassium. Et ce que nous disent les plantes, c'est que c'est a priori pas tout à fait le cas et que dans bon nombre de situations, le flux de potassium est trop faible et insuffisant. Même chose pour le magnésium, on va y revenir juste après. On retrouve un flux qui est quand même problématique dans plus d'une parcelle sur deux. L'élément fer, j'en parlais tout à l'heure. L'élément fer, c'est un élément où on est sur une récurrence d'une assimilation trop faible de fer. C'est vraiment marqué, c'est la majorité des parcelles de céréales à paille qui sont impactées. On est à plus de 85% de situations où le flux de fer dans la sève est pas satisfaisant. Alors, c'est vraiment problématique hein, quand on connaît toutes les fonctions biochimiques du fer dans le processus d'élaboration du rendement. Le fer est important pour l'assimilation de l'azote, hein, la transformation de l'azote nitrique en ammoniacal en acide aminé protéine. Hein. Rien que ça, là on parle de l'efficience de l'azote. Il est efficace, enfin, en tout cas, il est important dans les processus de respiration, dans la photosynthèse et d'autres fonctions vraiment importantes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a assez surpris et on constate que là, je vous présente une synthèse de 4 ans, mais que finalement, d'année en année, on a des choses qui sont assez stables pour cet élément-là, ce qui n'est pas forcément le cas pour la potasse. On a quelques variations, des fois plus ou moins 10%. Mais en tout cas, avant d'avoir les analyses de sève, il faut bien reconnaître que on était un petit peu, je dirais comme tout le monde, focalisé sur ces deux oligoéléments-là quand on parle de céréales à paille, hein, c'est-à-dire le manganèse et le cuivre. En fait, ce que ces analyses nous révèlent, c'est que finalement, un apport à l'aveugle de manganèse, eh bien, on se trompait 7 fois sur 10, hein, puisque c'est à peu près 30% des parcelles qui présente seulement un flux trop faible pour cet élément-là. Le cuivre, la situation est légèrement différente. C'est une problématique qui est un petit peu plus marquée chez nous. On est sur du 46% de parcelles à problème en moyenne hein, sur ces 1300 analyses de sève. 46% de parcelles à problème en cuivre. Alors pareil, parfois, ça se faisait un peu à l'aveugle de manière empirique avec des apports qui se faisaient parfois dans des situations où il n'y en a pas besoin. Quand il y en avait besoin, forcément, ça faisait mouche. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans le rétroviseur, les travaux d'expérimentation qu'on a menés en fertilisation, c'est pas nouveau, hein, les oligoéléments, on était toujours en veille sur ces sujets-là, mais le taux de réussite des essais était finalement relativement faible. On avait tendance pour autocritiquer le travail que l'on pouvait faire, à avoir grosso modo 30%, 35% de réussite dans les essais. Hein. Ça veut dire il faut implanter 3 essais pour avoir une réponse positive, par exemple, au manganèse. Et puis finalement, on se rend compte que c'est exactement ce que nous disent les plantes ici, hein, puisque c'est 3 parcelles sur 10 seulement qui sont concernées par la pertinence d'un apport en manganèse. Et enfin, je terminerai pour cette diapositive-là, hein, pour l'élément bord.
Oula, il n'y a pas de débat, c'est la majorité, la quasi-intégralité des parcelles qui présentent une carence en bord. Alors, je voudrais préciser quand même que je ne parle que des analyses que je connais, hein. C'est-à-dire que parfois, sur ce que je vais pouvoir dire sur cette présentation, eh bien, c'est peut-être pas forcément à prendre pour argent comptant dans d'autres secteurs en France, puisque moi, je travaille, je vous ai montré ma zone de travail, d'action. Voilà, je vais parler sur ce que je connais, c'est-à-dire ce contexte pédoclimatique-là, avec ces analyses-là et le recul qu'on en a. C'est juste une petite précision pour être bien clair que voilà, dans d'autres situations ailleurs, il faut expertiser les situations avant d'avoir un avis. Nous venons de voir une synthèse d'analyse de sève. On avait 1300 ce que je voudrais présenter ici, c'est des contradictions avec ce que nous disent les analyses de sol. Dans le même temps, sur ces 4 printemps-là, on a effectué au niveau de la coopérative, donc les agriculteurs de la coopérative ont effectué 8650 analyses de sol et que la moyenne de ces analyses de sol nous indique un résultat de 348 ppm partie par million, quand dans le même temps, les normes proposées d'interprétation aux analyses de sol eh bien, sont à 261 ppm. Donc on pourrait se dire que on est relativement large. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder la répartition des résultats ici. On a la quasi-totalité, en tout cas une grande majorité de parcelles où le niveau de fertilité en potassium est relativement confortable. C'est seulement 31% des analyses de sol qui sont réparties avec des normes inférieures aux exigences. Il y a 65%, je le rappelle, d'analyses de sève dans le même temps qui sont inférieures aux normes. Donc on a quelque chose qui se contredit, c'est-à-dire qu'on a une information qui nous dit l'élément est dans le sol et est vraisemblablement biodisponible, puisque c'est bel et bien précisé ici, hein, c'est du potassium échangeable, même si échangeable ne veut pas forcément dire échanger, c'est-à-dire que là il y a très probablement un sujet. Nous avons, dans le même temps, et pour un autre élément, je vous ai dit, où on se posait des questions, et c'est le magnésium, des résultats moyens dans les sols de 245 parties par million pour des normes qui sont préconisées à 120 parties par million. Donc là, on se retrouve avec seulement 8% des analyses de sol qui sont inférieures aux normes quand dans le même temps, 57% des analyses de sève sont inférieures aux normes. Donc on a une espèce de ciseau là pour ces deux éléments minéraux qui nous posent beaucoup de questions. Ça fait un petit peu mal à la tête. Alors il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ces phénomènes, bien qu'aujourd'hui ça ne reste que des hypothèses et qu'il n'y a pas de... En tout cas, à notre niveau, on n'a aucune certitude sur le pourquoi du comment les hypothèses qui sont formulées, c'est des antagonismes avec d'autres éléments minéraux. Alors le phosphore, calcium est un antagonisme qui est très, très connu, et notamment dans l'industrie des fertilisants. Mais il y a un antagonisme aussi entre le phosphore et le potassium. Alors est-ce que celui-ci est plus prégnant? Je ne sais pas. On parle aussi peut-être d'une des particularités des sols du Grand Est, c'est avec des teneurs en argile et des teneurs en matière organique qui sont parfois relativement élevées et des capacités d'échange en cations qui sont plutôt importantes par endroit. C'est-à-dire que c'est pas impossible d'avoir des résultats, des CEC aux alentours de 200, 250, 350 milliéquivalents. On peut se poser la question du positionnement des normes et on doit se les poser, cette question-là du positionnement des normes, autant pour les normes d'interprétation des analyses de sol, autant pour l'interprétation des normes des analyses de sève. C'est un travail de critique qui est bien évidemment à faire. Il y a une question probablement aussi de minéralogie, de typologie des argiles, mais ça, moi, je suis pas, je saurais pas expliquer. En tout cas,
je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse de sève, c'est un outil de diagnostic. Nous, notre travail, c'est de mettre des essais en place et on a des pistes pour l'expérimentation. Mais à ce jour, il faut reconnaître on n'a encore pas de certitude, même si on progresse. Et la récolte des essais 2024 nous a amené encore son lot d'enseignements, mais le chemin est manifestement encore long pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, je voudrais passer maintenant à une partie sur les changements liés à l'utilisation des analyses de sève. Et je vais présenter ça d'un point de vue de l'expérimentation de la coopérative, du service agro, et placer ça dans un deuxième temps, vu de la fenêtre de l'agriculteur, de nos adhérents. Alors d'un point de vue de l'expé, euh, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans l'utilisation de cet outil-là, c'est de réaliser un suivi des absorptions d'éléments minéraux dans la plante pour évaluer l'assimilabilité des fertilisants. Mon travail au quotidien, c'est de tester les différents produits qui me sont proposés par les industriels de la fertilisation dans notre contexte pédoclimatique et de valider leur intérêt avant éventuellement de les proposer à l'achat pour nos agriculteurs. Et cet outil d'analyse de sève, eh bien, qui nous permet de mesurer si oui ou non l'élément est passé par les racines pour monter dans les organes aériens de la plante, ça a tout son sens, ça a tout son intérêt. J'en veux pour preuve cet essai. Alors, c'est les photos enfin, c'est en tout cas la photo qui est indiquée ici. Et c'est un essai fertilisation phosphore et potassium sur orge d'hiver en 2022, donc ça a été réalisé à Verdun, dans la Meuse. Et dans cet essai, ce que l'on cherche à tester, c'est différents produits, différentes doses d'apport et différentes dates d'apport. Puisque d'autres essais nous ont mis en alerte sur des choses qu'on n'arrivait pas forcément à expliquer, entre, par exemple, un apport de phosphore combiné à du potassium à l'automne, en post-semi-prélevé, et des performances qui ne sont pas forcément au niveau en tout cas qui sont moins bonnes que quand on fractionne l'apport, c'est-à-dire on fait plutôt le phosphore en post-semi-prélevé et plutôt le potassium en reprise de végétation. Donc on étudie l'assimilation du phosphore et du potassium dans la plante au stade dernière feuille pointante, dans le résultat que je vais vous présenter ci-dessous. Et ce que je vous présente là, c'est dans l'essai, non pas le choix des différents produits entre eux, fertilisants, c'est pas vraiment ça qui a du sens pour ce soir, mais c'est plutôt la réponse au positionnement des engrais. Vous allez voir que sur ce tableau ici, apparaît alors le protocole simplifié. On a enlevé les modalités qui ne nous intéressaient pas pour cet exercice. Vous retrouvez les différents timings d'apport. Alors, le premier timing d'apport, c'est de la post-semis prélevée, c'est-à-dire que là, on intervient au plus proche du semis, avec des modalités où on amène 90 unités de phosphore, 150 unités de potassium. Des modalités où on amène que le phosphore. Vous voyez là, il est repris au stade 3 feuilles avec du potassium. Et là, le phosphore en post-semis prélevé, repris en sortie d'hiver avec le potassium. Les deux modalités plus hautes, hein, on a un apport phosphore 3 feuilles et un apport potassium sortie d'hiver. Et enfin, cette modalité ici, on amène tout en sortie d'hiver. Les deux colonnes qui sont à droite, vous retrouvez ici la variation de l'indice de satisfaction du besoin de la plante dans l'analyse de sève par rapport aux témoins non fertilisés. C'est intéressant de constater que par exemple, quand on amène 90 unités de phosphore et 150 unités de potassium en même temps, eh bien finalement, on ne retrouve pas plus de phosphore dans les tissus conducteurs de la sève au stade dernière feuille pointante que lorsque on n'a rien mis du tout. Alors, il y a un problème puisque bien l'engrais a quand même été financé, c'est un coût, c'est une charge qui est pas négligeable. L'efficacité est relativement nulle, hein, puisqu'on voit qu'on ne fait pas varier les curseurs du tout, contrairement aux modalités où on sépare les applications de phosphore et de potassium. Donc on retrouve la modalité PK tout en sortie d'hiver, là, qui est également au niveau du témoin, à moins 2%, c'est pas du tout significatif.
Et la dernière colonne à droite, c'est la variation cette fois-ci de l'indice de potassium, de présence de potassium dans la sève, par rapport aux témoins qui n'ont pas reçu de fertilisant potassique. Donc là, on a une variation comprise à entre 30 et 62% en fonction des modalités. Mais quoi qu'il en soit, ce que cet essai nous indique clairement, et les rendements ont été dans le même sens, hein, c'est que lorsque les engrais ont été apportés en post-semi-prélevé ensemble, eh bien, on a des efficacités qui sont nulles du fertilisant. On a d'ailleurs un rendement qui est identique aux témoins non fertilisés, ce qui est encore une fois un problème vu les quantités investies, et que on retrouve, alors pour la petite histoire, le meilleur rendement, ça a été cette modalité-là qui l'a faite, et c'est des choses, en tout cas, qui, sans l'analyse de sève, ça, on l'aurait pas compris. C'est-à-dire que, mais pourquoi ça fait pas plus de rendement que le témoin? Bah là, au moins, on a une explication et qui est plutôt crédible, hein, puisque c'est la plante qui donne son avis. Alors, on peut remettre en cause tout le temps, sauf qu'à un moment donné, ça, c'est quand même plutôt factuel et c'est concomitant avec ce que l'on observe dans des essais en 4 répétitions. Donc, voilà le type d'utilisation que l'on fait au niveau du service agronomique des analyses de sève. Ensuite, c'est un outil d'évaluation des pratiques, des produits et des pratiques, hein. C'est-à-dire que, par exemple, on a des essais à amendements minéraux basiques où on travaille en fait l'entretien du statut acido-basique et on regarde ben, en fait quand on s'attache à avoir un pH aux alentours de 7, est-ce que oui ou non, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique et agronomique, eh bien, le flux d'éléments minéraux est conforté. Même chose avec des biostimulants. Par exemple, quand on reçoit des firmes qui nous disent, eh bien, tiens, si tu mets ma bactérie au niveau du sol, eh bien, elle va solubiliser du phosphore, elle va fixer de l'azote, elle va solubiliser du potassium. Eh bien, cet outil-là, le TopDiag, c'est vraiment l'outil adapté puisque, je rappelle, hein, il analyse vraiment ce qui est en capacité de rentrer par les racines. Euh, donc ça permet de voir sur toutes les pratiques ou tous les produits qui ont une allégation j'améliore l'absorption d'éléments minéraux, eh bien c'est un outil qui est adapté. À l'inverse, hein, il n'est pas adapté pour les fertilisants foliaires, hein. Si on veut, je ne sais pas, il y a une carence en manganèse sur une parcelle, on applique du manganèse en foliaire et on veut regarder si ça rentre, si c'est rentré dans les feuilles. C'est pas cet outil-là qu'il faut faire, c'est plutôt une analyse de feuilles. Un point très important pour nous, j'en profite toujours pour enchaîner des photos de nos essais, c'est que cet outil-là, il nous permet d'améliorer notre ciblage des parcelles pour implanter des essais. Si on veut implanter un essai dans lequel on souhaite comparer les différentes formes de manganèse, par exemple, eh bien, on va regarder dans notre bibliothèque d'analyse de sève et on va plutôt aller cibler des parcelles dans lesquelles on a déjà constaté des carences en manganèse. Ça, le but, c'est bien évidemment de ne pas perdre de temps avec des essais qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'on a mal ciblé les situations dans lesquelles on devait implanter ces dispositifs. Et enfin, j'ai mis une photo d'un essai qui se passe pas au champ, mais qui se passe en chambre phytotronique. Eh bien, je l'ai dit au début, finalement, l'analyse de sève nous a apporté beaucoup plus de questions que ce qu'on a eu de réponses dans un premier temps. Et au registre des questions, eh bien, je parlais du fer tout à l'heure, on parle du cuivre, on pourrait parler molybdène aussi. Eh bien, ces trois oligo-éléments-là, par exemple, sont des catalyseurs de l'azote dans la biochimie du végétal. On initie des travaux sur de nouvelles thématiques qui ont l'ambition d'intégrer l'ensemble des éléments minéraux au service de l'azote, par exemple, au service aussi de la bonne santé des plantes. C'est-à-dire que là, bah, on se dit, finalement, si nos cultures sont nourries convenablement, et je dis bien convenablement, je ne parle pas d'excès, hein, je parle ici d'avoir des niveaux équilibrés. On ne cherche pas à saturer le système, on cherche à avoir des choses qui sont relativement en équilibre. Eh bien, on parie sur le fait que on va avoir des meilleures efficiences de nos intrants, notamment des intrants azotés,
c'est le premier poste de charge opérationnelle hein, pour nos exploitants. Donc on essaye d'aller optimiser ce poste-là à travers notamment bah, les minéraux au service de l'azote, au service de l'efficience de l'azote. D'ailleurs, cette photo qui a été prise là, c'est un essai en conditions contrôlées. L'objectif là, il est d'aller un peu plus loin que ce qu'on est en capacité de faire au champ. C'est-à-dire que là, on a travaillé avec le labo agro-environnement de l'ENSAIA, c'est l'école d'ingénieurs de Nancy, sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on a l'ambition de continuer à travailler ce sujet-là avec la poursuite. Alors, c'est un alternant qui travaille avec nous sur ce sujet-là. Et Paul, cet alternant, ben, on a déposé alors c'est surtout lui qui l'a fait d'ailleurs, un dossier de thèse pour aller plus loin, toujours en partenariat avec le labo agro-environnement. Donc voilà pour les principaux changements qui sont intervenus au niveau du service agronomique de MC2, en tout cas grâce à l'utilisation des analyses de sève. Et enfin, pour nos adhérents, nos agriculteurs, ceux que l'on suit, eh bien, le premier point, c'est que le Top Diag, c'est une analyse d'action pour corriger rapidement un déséquilibre de fertilisation. J'ai mis 5 jours entre parenthèses. Pourquoi? Parce que le délai entre le prélèvement et la restitution des résultats est relativement court. On travaille sur des plantes, donc il faut que ce soit très rapide en termes de délai d'analyse et de logistique. Donc pour donner un exemple, un prélèvement qui est fait le lundi matin, puisque les prélèvements sont faits de préférence en début de matinée, avant que les plantes ne transpirent, eh bien, il arrive, hein, il est expédié en chronopost ou avec des systèmes de messagerie. Il arrive le lendemain au laboratoire et on va dire que 90% du temps, on a le résultat le vendredi. Donc, ce qui permet vraiment d'être dans l'action et dans la capacité de correction. Si toutefois c'est nécessaire de corriger, c'est bien évidemment pas systématique. Mais voilà, une analyse d'action, de correction dans l'immédiat, mais aussi et surtout une analyse de réflexion sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire que on a aussi parfois bah, des agriculteurs qui font des analyses non pas forcément pour aller tout de suite aller corriger et se précipiter à corriger des éventuelles problématiques, mais qui plutôt vont en faire une ou deux sur différents stades sur la même culture au même endroit, pour voir si les problématiques en fait se superposent et sont durables tout au long de la montaison de la culture, parce que il faut le reconnaître, essentiellement dans la phase de montaison que sont réalisées les analyses. Et donc, cet outil de réflexion sur le moyen et le long terme, c'est est-ce que les pratiques de fertilisation sont conformes aux capacités du sol à fournir, à échanger les éléments minéraux? Est-ce que les pratiques de fertilisation sont conformes aux besoins des plantes? On aurait pu rajouter un point, c'est est-ce que, par exemple, ma plante est capable d'aller à l'inverse, hein, on pense toujours au stock d'éléments minéraux, mais il faut bien se concentrer aussi sur un point qui est important, et d'autant plus chez nous, avec les conditions d'implantation et parfois de travail du sol de l'été-automne 2024 qui sont très complexes, qui étaient très complexes. Est-ce que finalement, ma plante est en capacité d'aller explorer la ressource naturelle du sol. Voilà le type de questions qui se posent et qui amènent à des réflexions qui sont intéressantes au niveau de nos adhérents. Et enfin, dernier point, alors l'inventaire n'est pas exhaustif, il y a tellement de choses à dire, hein, mais un sujet qui est fondamental, c'est que la fertilisation des cultures, c'est le premier poste de charge opérationnelle pour les exploitations, et ça permet en fait de flécher les investissements vers les problématiques révélées par les cultures. Je parlais du potassium tout à l'heure. On pensait que ce n'était pas un sujet chez nous parce que les sols sont a priori bah, plutôt bien pourvus. Bien, finalement, il semblerait quand même que on a tout intérêt à se pencher sur cette problématique. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation.
Super. Bah, merci beaucoup, Julien. J'ai pas mal de questions qui sont arrivées. Ok. Je sais pas, peut-être Euh, mettre le partage ou je laisse. Tu peux laisser ton partage, je pense, hein. C'est pas choquant. Quoique, ouais, non, mais tu peux laisser ton partage, c'est pas de problème. Alors, première question que j'ai reçue, c'est pourquoi Eurofins et pourquoi pas Auréa ou Novacrop, par exemple. Enfin, pourquoi Eurofins, c'est pas un autre, tout simplement. Bah, c'est tout simplement pas le même analyse, pas la même analyse. Ce sont pas les mêmes méthodes, ce ne sont pas les mêmes analyses. On s'est posé cette question, bien entendu. C'est-à-dire qu'on commence avec le top diag et ensuite on se dit, mais bon, on va quand même regarder un peu ce qui se fait en comparant, en allant challenger avec d'autres laboratoires. Donc on a travaillé avec ces gens-là en faisant des tests en fait sur les mêmes parcelles, dans les mêmes essais, où tout est comparable par ailleurs et où on maîtrise le plus grand nombre de paramètres possible, même si en agronomie, il faut rester humble. On est quand même loin d'être en capacité de tout maîtriser, mais en tout cas, dans un essai en microparcelle, c'est un peu plus le cas. Finalement, ce qui nous correspond le mieux en termes de prédictivité de l'outil, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi un des avantages du TopDiac, c'est-à-dire que vu qu'on va analyser vraiment en amont les tissus conducteurs de la sève, on n'est pas sur des étages foliaires où parfois ça vient troubler l'interprétation du résultat. Là, on est vraiment sur un flux à l'instant T. Alors, ça a les inconvénients de ses avantages. C'est-à-dire que moi, j'y vois comme inconvénient d'avoir un flux à l'instant T. On pourrait y voir aussi comme inconvénient que c'est un flux à l'instant T. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me garantit que en ce moment, là où je vais prélever, eh bien, j'ai des conditions qui sont optimales pour les prélèvements d'éléments minéraux. Mais en tout cas, voilà. Dans le challenge qu'on a pu faire sur différents outils d'analyse, on s'est plus retrouvé, il faut reconnaître, sur cet outil-là. Ok, c'est très clair. Question suivante. Tac, tac, tac. Quand vous prélevez avec Top Diag, est-ce que vous différenciez jeunes et vieilles feuilles, c'est plantes entières, comment ça se passe? Eh bien, il n'y a pas de jeunes et vieilles feuilles puisque ce ne sont pas des analyses de feuilles. Hein, c'est ce que je viens de dire en fait par rapport aux outils concurrents. Le TopDiag, c'est un prélèvement de plantes entières. Alors pour les céréales à paille, c'est racines plus tiges. Sur les stades jeunes, sur les stades un peu plus âgés, il faut couper en fait 20 centimètres au-dessus de la surface du sol. Donc on va dire que les feuilles ne sont pas indispensables puisque ce n'est pas ça qui est analysé. C'est vraiment les tissus conducteurs de la sève, plutôt localisés sur les bas de tige. Avec alors, je suis loin de tout savoir de cette analyse-là puisque le laboratoire a bien évidemment son expertise et à laquelle je n'ai pas accès. Donc peut-être pour des questions plus détaillées, ça vaudrait le coup d'organiser quelque chose avec eux pour des réponses peut-être plus précises. Mais en tout cas, de ce que j'en sais, il n'y a bien évidemment pas d'histoire de feuilles, d'étage foliaire, puisque ce n'est pas ce qui est analysé avec cet outil-là. C'est ce qui fait sa différence par rapport aux autres outils d'analyse. En tout cas, Ok, vu de notre fenêtre, de ce que nous, on peut en dire. d'accord. Ensuite, il y a une question sur le lien avec l'analyse de sol que tu as présenté. Oui. Euh, tu as dit, voilà, statistiquement, on a tant de parcelles en carence, tant de parcelles en carence vis-à-vis du type d'analyse. Euh, Est-ce que, par exemple, sur des parcelles carencées et comment dire, est-ce que donc on voit qu'il y a une divergence, mais veut dire on a un taux de match de combien entre la carence pour une même parcelle, quoi. Mettons sur du phosphore, tu vois, est-ce qu'on trouve toujours la même tendance? On peut Parce que sur là, des c'est du champs, global, mais tu ouais. as dit, on a, qu'est-ce que c'est? Mettons 30% des analyses de sève déficitaires en phosphore et 30% des analyses de sol déficitaires en phosphore. Mais à quel point on peut être sûr que pour une même parcelle, ça soit vraiment le cas? Parce que là, c'est un échantillon mélangé, quoi. Oui, ok. Euh, alors, dans le lot, il y a des analyses de sol et de sève qui ont été faites dans les mêmes parcelles, mais pas finalement ce nombre. J'ai pas forcément l'information puisque là on recentre un nombre de données qui est tellement important, c'est que
On fait plutôt confiance à la puissance statistique parce qu'on a des effectifs qui sont importants. On compare pas 50 analyses entre elles, hein. On est sur 1300 sèves versus 8500 analyses de sol. Donc ça fait suffisamment de données. En tout cas, quand moi j'en parle alors je suis pas statisticien et si je dis une bêtise, pardon, mais quand j'en parle avec des gens dont c'est le métier, ce sont des données qui pour eux sont tout à fait confortables et solides. C'est-à-dire c'est pas nécessairement remis en cause. Alors, on arrive dans certaines parcelles à aller plus loin. Quand je parlais d'expérimentation, on a des parcelles dans lesquelles on a des analyses de sol, dans lesquelles on a des analyses de sève, dans lesquelles même on fait des analyses de solution du sol. Alors c'est encore un autre sujet, il nous faudrait une bonne partie de la nuit pour en parler de celui-là, mais parce que voilà, on a une notion d'échangeable. C'est un stock échangeable à l'analyse de sol, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il est échangé? Le Top Diag, lui, nous dit que la plante est capable d'extraire. Alors c'est ce qui est échangé et extractible par les racines. Puisqu'encore une fois, on est très focalisé dans la fertilisation des cultures, et parfois c'est un problème. On est très focalisé sur est-ce que les éléments minéraux sont disponibles, oui ou non, mais il y a aussi la question, est-ce que les racines sont en capacité suffisamment d'aller explorer le sol pour aller récupérer les éléments minéraux. Euh, D'ailleurs, ça, l'analyse de sève ne sait pas le faire. Parfois, on a des analyses de sève qui sont mauvaises, avec des concentrations en éléments minéraux qui sont pas bonnes du tout, avec des agriculteurs qui sont perdus parce que ils ont fait ce qu'il fallait et ils ont mis des éléments minéraux, ils pensaient que le travail était fait. Sauf qu'en réalité, si ça n'a pas réussi à franchir la barrière des racines, c'est peut-être aussi tout simplement que les racines n'ont pas été en capacité d'aller le chercher. Alors ça, il faut prendre la bêche ensuite, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même, et c'est un peu la difficulté de tous ces outils, hein, et celui-ci ne fait pas exception, il y a quand même une certaine complexité dans la compréhension des résultats et ce qu'on en fait, qui demande un investissement significatif, en fait, des agronomes de terrain, des agriculteurs, pour essayer de comprendre et se donner la peine de comprendre. Même si parfois, ben, il faut reconnaître que ça gratte un petit peu. Euh, c'est comme ça. Et de la même manière que vous avez fait l'essai sur l'orge et le phosphore et la potasse, est-ce que vous avez essayé de faire une analyse, mettons, vous pulvérisez un oligo en correction à deux nœuds et fin des feux, vous prélevez la plante pour voir si le flux de sève est corrigé, quoi. Alors, ça, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être relativement clair, en tout cas, et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le Top Diag, il n'est pas fait pour faire ça. Pourquoi? Parce que l'outil analyse essentiellement, alors il y a bien évidemment, le labo le dit, hein, qu'ils ne peuvent pas extraire uniquement la sève du xylème parce que de manière industrielle, c'est très compliqué. Ça demanderait des outils comme des chambres à pression, des choses comme ça, qui feraient que les coûts en fait, de l'analyse seraient délirants. Aujourd'hui, c'est plutôt accessible. Donc, c'est plutôt des systèmes de pressage avec des conditions contrôlées en termes de durée, en fonction des espèces, en fonction des stades. Et là encore, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que ça, c'est l'expertise du laboratoire. Mais en tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a une bonne partie de la sève xylémienne. Il y a forcément un peu de phloème dedans, hein. Mais tout ça pour dire que j'ai perdu le fil. C'était quoi la question, Martin? Que le top diag n'est pas Oui, adapté pour faire constater une correction oui, c'est ça. foliaire, quoi. Les corrections foliaires. C'est ce que je disais dans la. Merci. C'est ce que je disais dans la partie de l'intérêt que nous, on y voyait pour l'expérimentation. C'est que c'est génial pour regarder si un produit qui a été appliqué au sol et qui est censé avoir un effet sur l'offre du sol en éléments minéraux, ça c'est top. Puisqu'on mesure ce qui rentre dans les plantes par les racines. Par contre, les apports foliaires, c'est pas forcément le bon outil. Dans ce cas-là, peut-être que d'autres outils seraient plus intéressants pour là regarder plutôt, focuser ce qui se passe dans les feuilles. Ok, et donc ça me fait une super transition. Euh, Est-ce que vous avez essayé le top diag vis-à-vis de courbes de réponse à l'azote? Vu que ça passe par les racines, l'azote.
Oui, Et est-ce que vous retrouviez justement les courbes de réponse vis-à-vis du top diag où ça répond pas de la manière dont on s'y attend? ici ça répond. C'est plutôt bien linéaire, sauf cas particulier. Ouais. Ok, ok, Et ok. aujourd'hui, on ne sait pas à notre niveau. Et je dis à notre niveau parce que je crois savoir que d'autres agronomes, et notamment Philippe Michonneau de la SCARA, qui est une coopérative de l'Aube, utilise cet outil-là pour pour vraiment essayer d'aller un peu plus loin dans les doses d'azote cibles en fonction des rendements des teneurs en protéines. Alors encore une fois, je veux pas dire de bêtises et j'en dirai pas plus là-dessus, mais nous, on ne se sert pas du top diag comme outil de pilotage de la fertilisation azotée. Par contre, on s'en sert comme un outil de compréhension de la fertilisation azotée. Je parlais du critère azote soluble total tout à l'heure, le NST, qui est finalement est-ce que mon azote a été absorbé, est-ce qu'elle s'est transformée, est-ce que mes nitrates ont été absorbés, est-ce qu'ils ont été transformés en acides aminés et protéines. Ça, c'est un indicateur assez puissant du bon déroulé du métabolisme de l'azote dans dans la culture. En tout cas, dans cette partie du compartiment de la feuille. De la plante, pardon. Je dis feuille, pourquoi? Parce que c'est aussi un des sièges de transformation de l'azote dans les plantes, et c'est probablement le plus important. Ok. Attends, je regarde s'il me reste des questions. Toc, toc, ils ont fait un sacré débat dans le chat. Oui, alors peut-être c'est plutôt une question à adresser alors au laboratoire, mais est-ce que tu sais comment sont créés les seuils? C'est des seuils statistiques ou des seuils d'expérimentation pour une analyse justement de Top Diag? Quand on dit c'est bien, c'est pas bien, c'est bas, haut. Secret industriel peut-être? Ouais, je pense, ouais, ouais, ça c'est leur secret, hein. C'est leur secret. Euh, on passe pas mal de temps à essayer de le critiquer, de le mettre en défaut, ce référentiel. Alors non pas parce que on veut leur dire qu'ils ont tort, hein. C'est pas le cas du tout. C'est tout simplement parce que on cherche à comprendre et à savoir si on a raison de lui faire confiance. Euh, Bon, ça fait 5 ans qu'on l'utilise chez nos adhérents. Ça fait 5 ans qu'on... Alors, je ne l'ai pas dit, hein, les 1300 analyses de sève là, que j'ai présentées en synthèse, ce sont uniquement celles qui sont faites par les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on est à quasiment au double quand on intègre celles qui sont faites pour le service agro. Donc on a un référentiel significatif avec des situations diverses et variées. Alors on ne comprend pas tout le temps tout, il faut rester humble aussi par rapport à ça. Par contre, on a de nombreuses situations dans lesquelles on a pu confronter le diagnostic fait par l'outil avec des rendements, c'est comme le critère de base, avec des pratiques de fertilisation discriminantes, avec des types de sols discriminants. Et globalement, au jour d'aujourd'hui, on est plutôt satisfait des résultats qu'on a eus, même si ça et là, il y a quand même quelques sujets qui persistent. Et c'est aussi un des intérêts de travailler ce type d'outil-là, c'est qu'on a un échange qui est relativement facile avec les agronomes du laboratoire pour justement débattre ou faire de l'expérimentation avec eux pour essayer d'améliorer l'outil ou le référentiel. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour les cultures de colza et de tournesol, puisque au printemps 2025, on va être en capacité, alors c'est surtout le laboratoire qui va le faire, nous on ne fait pas grand-chose, mais ils vont être en capacité d'interpréter des analyses colza et tournesol, alors sur des stades précis, mais pour autant, ça va beaucoup nous aider parce que finalement, autant on a beaucoup progressé en expé depuis 5 ans sur les céréales à paille, parce qu'on a un outil de diagnostic qui finalement a fléché on avait des indications, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller parce que les problématiques révélées, elles sont plutôt ici. Donc on met des essais en place, on a des réponses, vous l'avez vu. Alors vous avez vu un petit nombre de ce qu'on est en capacité de faire, d'essais. Mais il faut reconnaître que en colza et en tournesol, on progresse beaucoup moins vite. C'est d'ailleurs un peu frustrant, mais bon, on espère que l'établissement des nouvelles normes auxquelles on a contribué avec le laboratoire pour le colza et le tournesol, les nouvelles normes d'interprétation, eh bien, elles vont nous aider à faire des progrès comme on en a fait dans dans les céréales à paille.
Ok, très clair. Peut-être une dernière question. Une analyse top diag, ça coûte combien en fourchette de prix qu'on puisse se figurer, pas forcément un prix précis, mais en fourchette, quoi, ça Oui, tournerait combien? après, il y a c'est un menu avec des options, donc en fonction de ce que l'on va choisir, on va dire c'est entre 80 et 110 euros, quoi. C'est à peu près dans cet ordre de prix-là. Ok, très très clair. Alors, je regarde s'il reste des questions qui seraient arrivées. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions. Toc, toc, toc. Non, je n'en vois pas en plus. Alors, j'attends quelques secondes parce qu'il y a un différé avec le direct. Hum. Eh bien, non, je ne vois pas de questions supplémentaires. Je regarde. Non. Euh, en tout cas, Julien, merci beaucoup pour ta présentation. Peut-être un petit mot de la fin, mot de conclusion. Bien, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé, alors je sais plus quoi dire. Euh, En tout cas, on ne peut pas avoir la prétention de vouloir mieux faire dans un domaine aussi complexe que la fertilisation des cultures sans utiliser des outils alors qui arrivent. Alors, le Top Diag n'est pas récent en tant que tel. Les analyses de sève comme on les entend. Alors, même si euh, il faut faire attention, parfois on utilise l'analyse de sève à tout va, et quand on gratte un peu, c'est pas systématiquement de l'analyse de sève, hein. Quand on commence à prélever des étages foliaires différents, c'est plutôt des analyses de feuilles que des analyses de sève en tant que telles, hein. En tout cas, au sens du top diag, eh bien, cette technologie-là est pas forcément récente. Je crois pas dire d'ânerie, une quinzaine d'années peut-être que c'est proposé 10 15 ans dans les grandes cultures. Mais on ne peut pas se dire, ben, on va faire mieux avec moins, on va améliorer nos pratiques sans utiliser la connaissance qui est offerte par ce type d'outil-là. Alors, il y en a d'autres. Je parlais d'analyse de solutions du sol, ça va faire hurler les puristes, mais tant pis. Je parle bien évidemment des analyses de sol. Il ne faudrait pas retenir de mon intervention qu'elles n'ont pas de sens. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a une contradiction sur des éléments minéraux qu'il faut s'en passer. Elles sont bien évidemment indispensables. Et que tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors, ça demande beaucoup de temps d'interprétation. Il faut être accompagné. Et je sais que quand on est exploitant, ben, on n'a pas forcément le temps de passer son temps là-dessus. Alors nous, c'est notre travail. On fait ça tout le temps. On est là pour ça aussi. Euh, En tout cas, je suis assez enthousiaste quant au progrès permis depuis 5 ans et les perspectives d'évolution qu'on va pouvoir avoir dans les années à venir.